Imaginez un monde où chaque parole serait pesée, chaque silence interprété, chaque interaction pensée non comme une obligation, mais comme une opportunité d'échange et de construction mutuelle. Ce monde n'est pas une utopie littéraire, c'est celui que nous traversons chaque jour sans toujours en avoir pleinement conscience. Pourquoi l'éloquence, souvent associée aux grandes tribunes politiques ou aux concours scolaires, devrait-elle être pensée et cultivée dans notre quotidien le plus ordinaire? Dans un premier temps, nous analyserons la nature même de la parole entre nécessité de communication et performance implicite. Dans un second temps, nous explorerons les compétences concrètes qui façonnent l'éloquence au quotidien. Enfin, nous soulignerons comment la pratique quotidienne de cette éloquence constitue une véritable voie de sagesse moderne. Parler, nous enseigne Éric Cobast, est loin d'être un acte anodin ou purement mécanique. Chaque mot échangé, chaque phrase prononcée trahit une réalité intérieure, celle d'un manque, d'un vide à combler, d'une tension à résoudre. Dans son essence, la parole n'est toujours d'une imperfection. Si le monde allait de soi, si nos besoins étaient comblés, si nos désirs étaient satisfaits sans effort, il n'y aurait pas lieu de parler. Le silence serait alors la norme, et non l'exception. Or, lorsque nous parlons, nous manifestons d'abord une forme de carence, un besoin d'information, d'affection, de reconnaissance, de compréhension. Prenons l'exemple le plus simple, demander son chemin à un inconnu. Ce geste quotidien, qui pourrait sembler banal, révèle en réalité une lacune, un vide géographique et symbolique. Ne pas savoir où l'on est, ne pas savoir comment avancer. Parler devient ainsi un moyen de remettre de l'ordre dans une réalité momentanément désorganisée. De même, lorsqu'on souhaite la bonne journée à un collègue croisé au détour d'un couloir, on ne fait pas que respecter une convention sociale. Ce petit acte langagier vise à maintenir une cohésion, à tisser un fil invisible de reconnaissance mutuelle. En affirmant « je te vois, je te reconnais, je t'adresse mes vœux », on lutte, même inconsciemment, contre le risque de l'indifférence, du repli ou de l'isolement. L'échange verbal, même lorsqu'il semble superficiel, est ainsi porteur d'enjeux existentiels. Car à travers lui, il s'agit moins de combler un simple silence que de conjurer le vide de l'absence d'interaction humaine. La parole devient alors un acte de présence au monde, une manifestation de notre besoin irrépressible d'être en lien. Cette idée renverse la perception classique selon laquelle seuls les grands discours seraient dignes d'être analysés. Au contraire, chaque mot du quotidien devient un miroir de nos vulnérabilités et de notre humanité. Dire bonjour n'est jamais insignifiant, c'est affirmer que l'autre existe et que moi-même, en le reconnaissant, j'existe aussi. Enfin, la parole ne comble pas uniquement des manques matériels ou émotionnels, elle vient aussi réparer des manques de sens. Lorsque nous exprimons nos sentiments, nos colères, nos espoirs, nous tentons de donner un ordre à l'indicible, d'organiser intérieurement ce qui, sans la médiation du langage, resterait chaotique. Parler devient alors un mode d'autoréparation, un chemin pour donner du sens à ce qui nous traverse. Parler, c'est survivre à l'éparpillement de l'existence. C'est refuser l'indifférence du monde et affirmer, à travers des mots, que chaque être, chaque situation, chaque lien mérite d'être nommé, reconnu, consolidé. Ainsi, même sous ses formes les plus simples, l'acte de parole engage toute la profondeur de notre condition humaine, le besoin de combler ce qui manque, de rejoindre l'autre, de ne pas disparaître dans le silence. Parler, affirme Éric Cobast, ce n'est pas seulement traduire le monde, mais bel et bien le produire. Chaque parole prononcée participe à une reconfiguration de la réalité sociale, émotionnelle ou symbolique. Ainsi dire, ce n'est pas se contenter de décrire, c'est faire advenir. Cette idée trouve son origine dans la philosophie du langage de John Austin qui, avec sa théorie des actes de langage, révèle que certaines énonciations n'ont de sens que parce qu'elles accomplissent une action. Promettre, baptiser, jurer, ordonner, ces paroles ne constatent rien, elles font. Lorsque je dis « je promets », la promesse existe désormais par cet acte verbal même. Dans la vie quotidienne, cet aspect performatif est omniprésent. Déclarer son amour, c'est inaugurer un nouveau pacte affectif. Prêter serment, c'est engager son honneur dans une cause supérieure. Accueillir quelqu'un chaleureusement, c'est déjà tisser un lien de confiance. Chaque mot, chaque intonation, chaque silence même, a le pouvoir de construire ou de déconstruire des univers relationnels. La parole dans cette perspective crée des liens ou creuse des fossés, engage des trajectoires ou referme des possibles. En ce sens, parler engage l'être entier. Il n'est plus question d'une simple transmission d'idées abstraites, mais d'une mise en jeu du corps, de l'émotion, de la présence. Dire devient un acte total où l'on investit non seulement sa pensée, mais aussi son regard, sa posture, sa voix, sa sincérité. Éric Cobast rappelle ainsi que tout discours porte en lui une capacité magique. Il peut, par la seule force du mot, ouvrir une porte, sceller un destin, guérir une blessure invisible. Ce pouvoir performatif de la parole impose dès lors une éthique. Choisir de parler, c'est accepter de porter la responsabilité des mondes que l'on fait naître. La parole, loin d'être accessoire,
devient alors l'outil fondamental par lequel nous existons parmi les autres. Si parler est un pouvoir, c'est aussi une exposition. Prendre la parole, rappelle Éric Cobast, revient à s'avancer en terrain découvert, à offrir son image au regard d'autrui, à se livrer à la critique, au malentendu, au rejet. La glossophobie, cette peur si répandue de prendre la parole en public, illustre cette fragilité. Elle n'est pas tant la peur de mal dire que la peur d'être mal perçue, mal évaluée. Elle révèle une vérité fondamentale. Parler, c'est se mettre en danger. En effet, comme l'écrit Sartre dans Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Non pas en raison d'une quelconque malveillance, mais parce que le regard d'autrui fixe, juge, réduit. Dès que je parle, je me rends vulnérable à l'interprétation, à l'évaluation, à la catégorisation. Cette exposition est d'autant plus forte que la communication humaine, comme l'explique Albert Mehrabian, repose largement sur des facteurs non verbaux. Avant même d'écouter mes mots, l'autre perçoit ma posture, mon expression, mon débit de voix. Un geste mal maîtrisé peut trahir une nervosité. Un regard fuyant peut être interprété comme une dissimulation. Un ton trop hésitant peut amoindrir la crédibilité d'un propos solide. Ainsi, parler implique une triple mise en jeu. L'image corporelle, ce que je montre sans parler. La présence vocale, ce que je transmets par l'intonation. Le contenu verbal, ce que j'énonce explicitement. La difficulté est d'autant plus grande dans une société saturée d'images et d'attentes sociales, où l'apparence précède souvent la substance. Cependant, si cette prise de risque est inconfortable, elle est aussi profondément féconde. Car c'est précisément dans cette exposition que réside la richesse de la communication humaine. Oser parler, malgré la peur, c'est affirmer son existence et reconnaître celle des autres. Finalement, maîtriser l'éloquence, ce n'est pas seulement apprendre à bien dire, c'est aussi apprendre à assumer le regard des autres, à dialoguer avec leurs perceptions, à transformer la vulnérabilité en force. La parole ne se réduit jamais à un alignement de mots. Elle est, selon Éric Cobast, une mise en scène globale de soi, où le corps, la voix et les regards parlent parfois plus fort que les discours eux-mêmes. Le psychologue Albert Mehrabian l'a démontré de manière saisissante. 93% de la communication serait non-verbale, 55% relèverait du visuel, gestes, expressions, posture, 38% du vocal, intonation, rythme, modulation, et seulement 7% du verbal, contenu des mots. Ainsi, avant que notre interlocuteur n'entende le fond de notre propos, il lit instinctivement. Notre posture physique, droite, affaissée, ouverte ou fermée. Notre gestuelle, expansive, retenue, nerveuse ou fluide. Notre regard, franc, fuyant, appuyé. Notre voix, tremblante, assurée, monocorde ou vibrante. Le corps est ainsi le premier vecteur du sens. Il communique bien avant que les mots ne prennent le relais. Ce constat impose une exigence nouvelle à qui veut maîtriser son éloquence, la conscience corporelle. Comment se tient-on? Quel regard porte-t-on sur l'autre? Quel rythme à adopter pour parler, respirer, écouter? La communication devient alors une symphonie subtile, où l'harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on montre constitue la clé d'une parole crédible et inspirante. Ne pas maîtriser cet aspect non-verbal revient à créer une dissonance qui fragilise instantanément le message verbal. Une parole courageuse, portée par un regard fuyant, suscitera la méfiance. Une déclaration d'assurance, accompagnée de gestes fébriles, sera vite discréditée. Cultiver une pleine présence, physique, vocale et émotionnelle, devient ainsi une condition essentielle pour que nos paroles soient non seulement entendues, mais surtout crues. Éric Cobast souligne avec justesse que l'éloquence ne réside pas dans la recherche de l'effet spectaculaire. Elle repose avant tout sur un juste ajustement, un art de la mesure, du dosage, de l'équilibre. Trouver sa voix, ce n'est pas modeler artificiellement son expression, mais apprendre à contrôler. Le volume, ni assourdissant, ni confidentiel. Le rythme, ni précipité, ni languissant. Le ton, ni monotone, ni grandiloquent. La voix est un instrument vivant, à la fois fragile et puissant. Sa modulation naturelle est ce qui capte l'attention et donne de la texture à nos propos. Quant aux mots, leur choix est tout aussi déterminant. Parler, c'est choisir, et choisir, c'est construire. Éric Cobast insiste sur l'importance d'opter pour un lexique positif et clair. Bannir les formules négatives ou ambiguës qui génèrent confusion ou anxiété. Préférer des mots porteurs d'ouverture, d'encouragement, de respect. Par exemple, il est plus efficace de dire « c'est une excellente opportunité » que « ce n'est pas une mauvaise idée ». Le cerveau retient ce qui est affirmé positivement. Il trébuche souvent sur les doubles négations et les formules hésitantes. De plus, le choix des mots doit tenir compte de l'auditoire, ses références, son niveau de langage. Du contexte, solennel, amical, formel ou informel. De l'objectif, rassurer,
convaincre, expliquer ou émouvoir. Ainsi, trouver sa voix et ses mots revient à pratiquer une éloquence de la justesse, bien plus que de la séduction. Parler pour rencontrer l'autre, non pour briller sur lui. Parler efficacement, nous dit Eric Cobast, c'est être polyglotte au sens figuré. Non pas maîtriser plusieurs langues étrangères, mais savoir changer de registre, d'attitude, de ton, selon l'interlocuteur et la situation. Avec un ami proche, la spontanéité prime, l'émotion peut précéder la structure. Avec un collègue, la précision prévaut, le discours se doit d'être clair, argumenté, concis. Avec un inconnu, la courtoisie attentive est de mise, écouter avant de parler, adopter une distance respectueuse. Cette adaptabilité n'est pas une trahison de soi, mais un art relationnel fondamental. Elle suppose de l'observation, percevoir les signaux faibles envoyés par l'autre, expression, silence, geste. De la sensibilité, capter l'atmosphère émotionnelle du moment. De la souplesse, ajuster son style sans renier son intention. Le dialogue dans cette optique n'est pas une juxtaposition de monologue, mais une véritable danse interactive. Chaque réplique répond, ajuste, module le mouvement de l'autre. Parler devient alors un processus vivant, une co-construction du sens, où les égos s'effacent au profit d'une création partagée. Ainsi, réussir le dialogue, c'est entrer en résonance avec l'autre, en restant fidèle à soi, mais prêt à être transformé par la rencontre. Pendant longtemps, l'éloquence a été envisagée comme un instrument de persuasion, un art de dominer l'assemblée, d'imposer une vision du monde. La rhétorique antique enseignait l'art de convaincre, de séduire ou d'émouvoir à travers des techniques discursives précises. Mais l'éloquence quotidienne, celle que nous vivons au fil de nos interactions ordinaires, poursuit un autre but, celui de mieux vivre. Selon Eric Cobast, l'éloquence véritable n'est pas une arme, c'est un pont. Chaque prise de parole devient ainsi un acte de bienveillance, visant à établir une connexion authentique avec l'autre. Reconnaître son altérité, son existence propre. Participer à une dynamique d'écoute, de respect et d'enrichissement mutuel. Dans cette perspective, parler ne signifie plus imposer une vérité mais co-créer une réalité relationnelle, plus douce, plus respectueuse, plus humaine. La parole ne vise plus à triompher, mais à tisser du lien. Chaque interaction langagière devient alors un moment d'hospitalité, où l'on accueille l'autre, avec sa différence, ses fragilités, ses richesses. Ainsi, l'éloquence quotidienne s'affirme comme une pratique de l'altérité et de la construction collective. Paradoxalement, parler efficacement commence par écouter profondément. C'est l'un des enseignements fondamentaux d'Eric Cobast. L'éloquence n'est pas un flux unilatéral de paroles, mais un échange vivant, une danse d'ajustement réciproque. Or, notre époque rend cette écoute difficile. L'attention de l'auditeur est éphémère, souvent limitée à quelques secondes. Les distractions multiples, la vitesse de communication, le stress du quotidien émoussent notre capacité à être pleinement présent. Face à ce défi, l'orateur du quotidien doit apprendre à capter, entretenir, relancer l'attention. Capter, en soignant l'attaque de ses phrases, en variant les intonations, en modulant son débit. Maintenir, en surprenant l'oreille, en posant des questions ouvertes, en suscitant des images mentales. Relancer, en ajustant son propos aux réactions perçues. Un froncement de sourcils, une posture qui se relâche, un regard qui se détourne. Mais plus encore, celui qui aspire à parler justement doit savoir se taire. Écouter véritablement l'autre, c'est accueillir sans juger. Percevoir au-delà des mots. Attendre le moment opportun pour intervenir. Écouter, c'est offrir à l'autre l'espace où sa parole peut advenir, se déployer et être entendue. En ce sens, l'éloquence quotidienne est une symphonie silencieuse. Elle naît du respect du temps de l'autre, de l'attention portée à ses mots, de la finesse de nos ajustements. Enfin, l'éloquence au quotidien n'est pas un simple exercice technique ou social, elle est une véritable démarche intérieure. Parler juste exige d'être en paix avec soi-même. Comment exprimer avec clarté ce que l'on pense si l'on est confus intérieurement? Comment transmettre avec sincérité ce que l'on ressent si l'on n'accepte pas sa propre vulnérabilité? Eric Cobast présente ainsi l'éloquence non pas comme un artifice pour briller, mais comme une sagesse accessible à tous. Une pratique quotidienne de soi, pour maîtriser son émotion sans l'étouffer, être fidèle à ses intentions profondes, offrir à l'autre une parole alignée, authentique, généreuse. Cultiver l'éloquence, c'est apprendre à clarifier sa pensée, harmoniser ses paroles et ses actes, rayonner non par orgueil, mais par qualité de présence. En ce sens, l'éloquence devient un chemin d'humanité. Non pas un éclat passager sur la scène sociale, mais une manière d'exister pleinement parmi les autres, dans le respect, l'écoute et l'échange sincère. Parler devient alors un acte d'amour du monde, une façon d'honorer la vie en tissant jour après jour, mot après mot, des liens de sens, de reconnaissance et de beauté.
À l'heure où les réseaux sociaux fragmentent la parole et où les dialogues deviennent souvent monologues, il est urgent de réapprendre cet art subtil, bien parler pour mieux vivre ensemble. La parole quotidienne n'est ni banale ni secondaire. Elle exprime nos manques, construit nos mondes communs et modèle nos relations. Maîtriser l'éloquence au quotidien, c'est donc apprendre à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et si à partir de demain, nous choisissions de parler non plus par réflexe, mais par dessein? Si chaque mot devenait un pont plutôt qu'un mur? Alors véritablement, notre quotidien deviendrait plus humain, plus doux et plus grand. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!